Hello tout le monde, comment vous allez bien aujourd'hui? On va repartir sur les jeux. Je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde et que c'est mieux de parler de l'As d'or pendant des mois. Mais non, on va parler de jeux et de jeux qui ont rien à voir avec l'As d'or en plus. Euh, c'est un peu les jeux auxquels je joue pas mal en ce moment, qui sont plus ou moins récents. Il y en a un qui sort très bientôt d'ailleurs, et on va commencer par lui. Le fameux Mindbug. Alors, Mindbug, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de confrontation en duel qui est notamment designé par Richard Garfield, l'auteur de Magic. Mais en vrai, c'est pas lui qui est à la base du concept. Mais il a rejoint le projet, je crois, plus tard. C'est une boîte allemande, en fait, à la base, un tout petit éditeur. Et en fait, c'est un jeu de cartes de confrontation, tout simplement, qui est très rapide. On est sur des parties de 15-20 minutes, très minimalistes. Tu pioches 10 cartes, t'en pioches 5 et tu joues qu'avec ce deck. On dirait un petit peu Res Arcana sans la draft. Mais en fait, tout le twist du jeu, tout le sel du jeu est basé sur le fait que tu as ces deux petites cartes là, qui sont des Mindbug, donc qui donnent le nom au jeu, et qui en fait, en termes de design, sont hyper intéressantes parce que elles permettent, t'en as deux, donc chaque joueur en a deux, et au moment où quelqu'un pose une carte, tu peux utiliser une carte Mindbug pour récupérer la créature de l'adversaire et la mettre dans ton jeu, et la mettre en jeu même carrément, et l'autre a une action à nouveau. Et en fait, du coup, tout le design est là parce qu'en fait, c'est un jeu de bluff quasiment c'est un jeu très tactique et de bluff où en fait, tu vas essayer d'appâter ton adversaire à utiliser ses mindbugs le plus vite possible, tout en lui donnant l'impression que toi, les choses que tu vas mettre en jeu vont être ingérables pour lui. Mais toi, tu sais que si tu la mindbug, t'as de quoi gérer ce qui va te mindbugger en fait. Je sais pas si je suis hyper clair. Mais en fait, on arrive de suite un peu au cœur du jeu, je trouve, qui est que c'est un jeu qui est vendu comme un jeu presque familial, casual, genre un peu le jeu à deux pour tout le monde. Et effectivement, en termes de règles, pour le coup, c'est très simple, très limpide. Et comme j'ai dit, il y a peu de cartes, il n'y a pas énormément de texte, il y a assez peu de mots-clés. Mais en vrai, je le trouve beaucoup plus expert, entre guillemets, à bien jouer que ce qui donne l'impression. C'est-à-dire entre deux joueurs amateurs de jeux de cartes, ça va vite tourner à chaque coup peut prendre pas mal de temps parce que tu dois poser ta carte et anticiper que ton adversaire peut pas la gérer ou que c'est la bonne situation au bon moment. Mais qu'en plus, si de la main bug, tu vas pouvoir la gérer, mais en plus, tu as envie de l'appâter à te mindbug. Enfin bref, il y a beaucoup de niveaux de lecture dans la manière dont ça se joue. Et voilà. Et en fait, tout le cœur du jeu est là. Donc du coup, comme je disais, il a le gros avantage d'être assez simple. Même niveau action, hein, tu poses une carte ou tu attaques avec une créature que tu as déjà en jeu. Donc c'est très simple. Elles ont des valeurs en haut. Plus elles ont une valeur élevée, plus elles vont, si elles sont défendues, bah, elles vont battre une créature de niveau inférieur. Si elles sont pas défendues, bah, elles attaquent direct le joueur qui perd un point de vie, t'en as 3. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de retournements de situation aussi, on sent un peu le côté Magic, parce qu'évidemment, t'as des créatures qui permettent de donner des points de vie, t'as des créatures qui permettent d'aller récupérer toute la défausse, enfin, il y a pas mal de choses. Et mine de rien, avec juste 5 mots-clés, je crois, ou 6 grand max, bah ça ouvre quand même des possibilités stratégiques qui sont énormes à cause de ces fameux mindbugs. Sans ça, ça aurait été un jeu assez banal. Parce que bah, il aurait été très dépendant du tirage et si tu posais des cartes que l'adversaire pouvait pas gérer, bah ça pouvait se finir très vite. Mais là, en l'occurrence, le fait d'avoir ces fameux mindbugs, ça change complètement tout. Et voilà, c'est un jeu qui a beaucoup plus de profondeur tactique que ce qui n'y paraît. Mais par contre, bah, il y a assez peu de cartes, assez peu de mots-clés, et il a un côté très minimaliste, très resserré, tu fais pas de gestion de deck et tout. Et du coup, ça dépend un peu ce que tu recherches dans un jeu de cartes, en fait. Moi, je trouve que quand ton plaisir de joueur de jeu de cartes, c'est vraiment de builder ses decks, de builder la manière de jouer et tout, bah du coup, tu trouves pas vraiment ton compte là-dedans. Par contre, si c'est vraiment le côté tactique, affrontement, réflexif, bah là, c'est totalement ça. Pour moi, c'est quand même un jeu parfait pour initier des gens au jeu de confrontation, tout en sachant qu'il n'est pas si simple que ça. Et presque le reproche que je lui ferais, que j'avais pas forcément anticipé, c'est qu'en vrai, quand tu joues contre quelqu'un qui a moins l'habitude des jeux de cartes que toi, bah tu vas l'exploser quasi systématiquement en fait. Et du coup, c'est pas vraiment ce que j'attendais de ce jeu-là.
dans le sens où bah, j'avais envie de jouer avec des gens moins connaisseurs, entre guillemets, parce que voilà, moi j'ai un background de jeu de cartes quand même assez conséquent, notamment en jeu compétitif. Alors j'ai pas joué à Magic, mais j'ai beaucoup joué à Netrunner et Warhammer Conquest, mais que j'ai beaucoup dosé. Et du coup j'ai ces réflexes de jeu de cartes que bah, des joueurs non initiés n'ont pas forcément. Et du coup, bah, il est quand même assez compliqué en fait à sortir avec ces gens-là au final. Moi, par exemple, avec ma copine, on y a un peu joué, mais au final, on a beaucoup plus sorti Splendor Duel. Non pas parce que l'un est meilleur que l'autre, mais c'était plus accessible et plus. Chacun y trouvait plus sa satisfaction parce que c'est vrai qu'un jeu comme ça, quand tu gagnes trop facilement et que l'autre arrive pas à voir un peu toutes les couches qu'il peut y avoir derrière et tous les baits que tu peux faire c'est vraiment un jeu, il s'appelle Mindbug, mais il pourrait s'appeler Mind Game aussi. C'est vraiment un jeu très porté sur le mind game et comment manipuler ton adversaire. Et en fait, il faut vraiment aimer ce côté-là. Donc voilà, c'est un excellent jeu avec probablement bah, c'est un excellent design, c'est un des meilleurs designs que j'ai vu récemment dans un jeu à deux. Mais il n'est pas si simple que ça. En tout cas, les différences de niveau, c'est très bien si tu joues avec quelqu'un qui a le même, la même expérience de jeu sur les jeux de cartes que toi, en fait. Si tu joues vraiment avec des gens, avec quelqu'un qui connaît déjà très bien les jeux de cartes et que toi, moins, ou inversement, bah c'est pas le jeu que tu vas le plus sortir, moi je trouve. Donc voilà. Donc bah ça sort bientôt chez Yellow. Donc c'est une grosse recommandation pour moi, avec ce bémol, qui est que déjà, premièrement, il faut aimer la tactique et le mind game, c'est très important. C'est pas le côté jeu de cartes pléthorique avec plein d'effets, un deck build et tout. Donc voilà. Et avec un écart de niveau, la personne avec qui vous allez jouer le plus souvent, il faut que vous ayez à peu près le même degré d'expérience là-dessus. Sinon, bah, il y a des réflexes de joueur de cartes que vous n'allez pas avoir contre quelqu'un qui a déjà l'habitude. Et en vrai, bah, je pense que vous allez vite vous lasser. Et malheureusement, c'est un peu mon cas parce que j'y joue principalement avec ma copine qui a pas du tout le même background de jeu de cartes que moi. Et en vrai, on le sort assez rarement au final. Donc voilà. Ensuite, à quoi j'ai beaucoup joué entre-temps? J'ai beaucoup joué à Too Many Bones. Donc là, c'était un peu la campagne GameFound qu'avait fait Lucky Duck pour la sortie VF. Alors, c'est un énorme morceau, hein. Bon, déjà, on va commencer par dire ce qui fâche, hein. C'est un jeu à 120 balles. Pour moi, c'est un jeu extrêmement expert. Non pas forcément dans la façon dont il joue, mais clairement, il faut soit y jouer avec quelqu'un qui a un doctorat en sciences de règles sur ce jeu, soit y consacrer un temps conséquent, ce que j'ai fait du coup. Déjà, voilà, vous allez devoir vous taper de la grosse vidéo règle, donc par exemple Jean-Michel Grosjeu, plus une vidéo règle pour chaque personnage que vous allez avoir. Donc ouais, un peu je resitue le contexte, c'est un jeu, c'est du dungeon crawler en fait, très rapidement, avec des événements, mais vraiment le cœur du jeu, c'est vraiment le combat. Et surtout, le cœur du jeu, c'est le build de personnages, c'est-à-dire créer un personnage de toute pièce. On démarre avec son personnage qui a ses stats quasi tout à zéro, et en fait, on a toute une direction déjà dans ses stats principales et dans ses capacités à builder au fur et à mesure de la campagne. Et voilà, en fait, le principal intérêt du jeu est là. Et le jeu s'appelle Too Many Bones parce qu'il a une mécanique de design qui est brillant, c'est que vous voyez des dés, vous avez peur, mais en fait, non. Parce qu'en fait, quand tu fais des jets de dés pourris, ça va dans cette zone-là. Et en fait, chaque personnage va pouvoir déclencher des pouvoirs spéciaux liés à cette zone et qui sont assez forts et asymétriques par rapport à chaque personnage. Donc vraiment, c'est une idée de design qui est absolument brillante. Donc c'est pas du tout du hasard. Clairement, tu as un vrai contrôle sur ce que tu fais. Mais pourquoi je disais qu'il faut un doctorat pour ce jeu? C'est que je crois que j'ai jamais vu un jeu qui avait autant de mots-clés, autant de sous-règles, autant de mots-clés, autant de sous-règles. Alors déjà, il y a des sous-règles dans les règles générales qui sont vraiment pas évidentes et vraiment pas intuitives, et il y a beaucoup d'assimilation de ces choses-là. Les règles de base, en fait, sont très simples. C'est ça qui est étrange, en fait. Les règles de base sont très simples, mais il y a énormément de sous-règles et de sous-systèmes. Et en plus de ça, chaque personnage a ses sous-systèmes et ses sous-règles aussi,
qui en plus font direct peur parce que tu te retrouves avec une fiche recto verso de pouvoir. Donc déjà, t'as ton recto qui t'explique ton personnage et tes pouvoirs de bones, en fait. Donc quand tu tires des bones sur les dés, tu les mets là, donc chaque perso a ses pouvoirs spéciaux liés à ça. Et en plus de ça, tu retournes de l'autre côté et t'as l'explication de chaque dé de capacité, qui en plus, souvent a ses propres règles. Et en plus, le personnage a souvent son propre set de règles aussi. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui demande un investissement énorme. Mais l'avantage, je me dis, c'est que sur un jeu à 120 euros, de toute façon, t'achètes pas ce genre de jeu par hasard, très clairement. Tu choisis un boss qui va avoir un nombre de jours pour le faire, pour l'accomplir en fait, et qui va avoir un set de méchants, de types de méchants correspondant à ça. Et en fait, chaque jour, tu vas tirer une carte rencontre qui a son petit texte. Alors j'ai beaucoup entendu que le scénario était inexistant, n'avait aucun intérêt et tout. Certes, mais je trouve ça plutôt bien écrit. Et en fait, je trouve que l'immersion thématique est bonne. Bien meilleure que sur un Gloomhaven, par exemple. Ça paraît contradictoire, mais Gloomhaven, je trouve que vraiment c'est un peu le b.a.-ba du jeu de rôle, du jeu de rôle Donjons et Dragons, mais vraiment très très basique. Alors que là, je trouve qu'il y a une petite recherche d'univers, c'est plutôt bien écrit. Euh, et en fait, ça fait le taf pour l'immersion qui a besoin, en fait. C'est-à-dire que tu tires tes cartes en compte, tu lis ton petit texte, t'es content, il se passe un événement qui est lié à ça, sur lequel tu as un double choix. Et en vrai, on va pas se le cacher, le cœur du jeu, c'est vraiment le combat. Et le combat qui est lié donc au build de son personnage. Donc en fait, donc j'ai beaucoup joué surtout à deux. Et en fait, déjà, cette jouissance de trouver une synergie qui fonctionne entre les personnages que les joueurs prennent. Et du coup, le build que tu vas faire sur ces personnages, donc les decks que tu vas choisir, va être lié à la fois au boss, qui a ses caractéristiques principales et la manière d'y arriver différente, et donc les ennemis aussi, qu'il y a autour de lui, et les joueurs et les builds avec lesquels tu fais, avec lesquels tu vas être. Donc du coup, en fait, c'est vraiment la partie ultra intéressante du jeu, c'est que toute cette complexité, elle a une reward quand même, elle a vraiment une récompense, qui est que vraiment, t'as des manières de faire ton perso qui est déjà hyper asymétrique et en plus très intéressante. Alors, il y a quand même une petite limitation à ça, c'est qu'il y a certains personnages, notamment Boomer, qui est le personnage que j'ai main principalement, qui a vraiment un build qui est assez évident et qui marche vraiment tellement bien que t'as pas envie de digresser de ce build. Il y a quand même des dés de capacité que tu vas prendre un peu différents en fonction des boss sur certains trucs, mais il y a vraiment une base que tu vas conserver à chaque partie. Et je pense que c'est un peu la même chose sur tous les persos. Et malheureusement, dans la boîte de base, il n'y en a que 4. Et c'est un petit peu limité, moi. C'est un peu l'autre reproche que je ferais au jeu. C'est à la boîte de base, en tout cas, c'est vraiment ça. 4 personnages, c'est assez peu, sachant qu'il y a 7 boss. Je les ai même pas tous fait encore, les boss, pour le coup. Parce que non seulement il y a 7 boss, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et en plus, à chaque fois que tu prends un perso différent, bah, t'as vraiment des sensations différentes. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 tanks, un perso versatile et un perso à distance qui fait du DPS, donc du dégât. Et c'est vrai que moi j'aime bien les persos à DPS à distance, et il y a que Boomer en fait pour ça. Ça aurait mérité un 5 ou 6e personnage en fait pour avoir un peu plus de diversité. Mais voilà. C'est à peu près le deuxième seul reproche que je ferai au jeu. Peut-être le troisième que je ferai aussi, c'est que il est un peu paradoxal, c'est que le temps de mise en place et de rangement du jeu pour un jeu de ce type est vraiment très rapide. Par contre, c'est assez dur de faire des parties rapides sur le jeu. Il y a des boss qui ont des durées différentes, mais même le boss qui a la durée de vie, la durée de jeu la plus faible, ça prend quand même 2 heures, hein. Clairement, c'est très compliqué de descendre en dessous des 2 heures, notamment à 2 joueurs, en solo très probablement. Mais en dessous de 2 joueurs, c'est très compliqué. Mais voilà. Hormis ça, le jeu est très challenging dans le sens où il y a vraiment cette difficulté de bien builder son personnage, d'aller chercher, de bien utiliser les points d'XP au bon moment, sur les bonnes capacités. Et le jeu te met vraiment une bonne difficulté en face, même en mode normal, ce qui est assez étonnant, hein. Le mode hard est vraiment complexe pour le coup. Et du coup, le jeu a une profondeur et une richesse vraiment très importante. Surtout qu'évidemment, le business model du jeu est lié autour des personnages que tu achètes. Ils ont bien compris en fait. En vrai,
La boîte de base se suffit quasi à elle-même en termes de boss et de monstres. Mais, comme je vous ai dit, il n'y a que 4 personnages et ils ont tourné leur business model autour de ça. Et chaque personnage en plus à 30 balles. Donc là, je parle de la VO. Je sais pas en VF s'ils vont sortir. Donc vraiment, j'espère que Lucky Duck va sortir la suite de ce jeu. Parce que clairement, tu as envie de plus de personnages. C'est la principale limitation. Et voilà quoi, le système de jeu est vraiment hyper malin. Il récupère à la fois des choses qu'on connaît de tous les dungeon crawlers et des jeux de rôle, notamment sur les dés de capacité. Il a un usage assez malin de la dextérité. En fait, la dextérité sert à jeter à la fois les dés d'attaque, de défense et les dés de capacité. Donc c'est hyper important et la manière, selon le perso dont tu vas gérer la dextérité, est hyper fine en fait. Je trouve vraiment que ils ont fait un boulot de fou à la fois sur la symétrie et à la fois sur la jouissance que tu as à monter ton personnage. Et moi, c'est un truc que j'adore vraiment dans les jeux de rôle et dans les dungeon crawlers. Je pense que c'est à peu près le seul truc que j'aime sur Donjons et Dragons. Quand je jouais déjà au collège, c'était vraiment, t'as tes points d'XP, t'as envie d'avoir des nouveaux pouvoirs, lesquels tu prends, quel choix tu fais. Et c'est un truc qui est aussi très bon dans Gloomhaven, la façon dont tu vas builder ton deck de cartes. Bah là, il y a cette même sensation en utilisant des capacités sur des dés. Et les monstres, donc comme je disais, il y a beaucoup de mots-clés. J'ai jamais vu ça. Vraiment, je crois qu'il y a une vingtaine de mots-clés sur les monstres. Mais du coup, bah, l'aspect tactique est hyper important parce que tu dois t'adapter à chaque mot-clé et ça crée vraiment une richesse dans la tactique et dans le gameplay qui est vraiment hyper intéressante en fait. Et donc à la fois tu as envie d'avoir ton personnage qui peut s'adapter à ce que tu vas avoir en face en termes de mots-clés de monstres. Et à la fois, chaque mot-clé a un peu ses capacités, ses façons d'être abordé. Tu as vraiment cette réflexion autour des priorités, sur quel monstre tu vas taper en premier, lequel est la menace principale, le ou lesquels. Et puis à chaque fois, tu as ces dilemmes permanents. Et voilà, moi, c'est vraiment les jeux coop que je préfère, ceux qui te procurent, ceux qui ont à la fois une richesse de jeu très importante et ces dilemmes permanents qui sont hyper intéressants et qui sont aussi liés au fait que la difficulté a été vraiment bien dosée. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que le jeu est trop dur, bah joue en mode facile en fait tout simplement. En fait vraiment le jeu te pousse pas du tout à jouer en mode hard, qui pourrait paraître être le mode normal, parce qu'en fait c'est le mode que tu commences sans dé, tu commences sans aucune capacité particulière. Sauf qu'en fait, non, ils disent vraiment bien que c'est le mode hard et du coup, il faut vraiment le prendre en conséquence. Ce mode de jeu, tu peux vraiment le faire que quand tu connais à la fois très bien ton personnage, que tu as une bonne synergie avec tes coéquipiers et qu'en plus de ça, tu connais très bien, tu as déjà fait le boss en mode easy ou normal avant en fait. Le jeu, il s'apprivoise vraiment au fur et à mesure et il est pensé en tant que tel, quoi. C'est vraiment un peu. C'est vrai que c'est une philosophie un peu particulière sur un board game, on n'a pas trop l'habitude de ça, je pense. Mais, euh, mais pour le coup, pour moi, il fait vraiment partie des meilleurs jeux coop, au même titre que du Gloomhaven ou du Spirit Island. Notamment Spirit Island, où vraiment il y a ce truc de que la difficulté t'amène vraiment quelque chose dans la manière dont tu vas utiliser ton personnage. Et c'est ça qui est hyper intéressant. En fait, si le jeu était trop facile, je vois pas l'intérêt. Et puis surtout, je vois des gens qui disent que le jeu est trop dur alors qu'ils jouent direct en hard parce qu'ils se disent que c'est le mode normal. Mais non, en fait, c'est pas le mode normal. Et vraiment, le livre de règles est extrêmement limpide là-dessus. Même moi, quand j'ai vu le degré de complexité de tous les mots-clés des règles, alors que j'ai l'habitude des dungeon crawlers quand même, hein, et que tu as des jeux de rôle qui sont très velus en termes de règles, bah là, tu te dis direct, bah non, en fait, je vais commencer en facile. En fait, ne serait-ce que déjà pour comprendre mon perso, le boss, comment les systèmes de jeu fonctionnent, t'as besoin de ce temps et qui va être plus ou moins long selon les personnes. Et voilà, c'est tout. Déjà, ne serait-ce que, comme j'ai dit, apprivoiser les règles de base. Donc là, pareil, il y a un truc qui est génial, entre guillemets, dans le jeu, mais c'est un jeu qui est un peu à la Dark Souls en jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en vrai, c'est un jeu qui ne pourrait pas exister sans Internet, parce qu'en fait, c'est personne. Je défie quiconque d'avoir toutes les bonnes règles dès la première partie. C'est tellement impossible, c'est vraiment un jeu collaboratif où tu es obligé d'aller chercher les règles que t'as pas compris sur Internet. Déjà, sur les règles VF, malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes de traduction et ça, c'est pas cool. Mais bon, voilà, il y a tellement de trucs à traduire aussi. C'est pas un truc sur lequel je vais m'acharner, mais clairement, la vidéo règle est absolument indispensable, que ce soit en anglais ou en français. Et en français, il y a Jean-Michel Grosjeu qui l'a faite. Et voilà, elle est conséquente, hein, clairement. Donc à la fois ça, et à la fois des fois, même en anglais, il y a des wordings
qui vraiment laissent place à l'interprétation et sont pas forcément évidents. Et en fait, il y en a tellement, et il y a tellement de sous-règles sur ton personnage qui peuvent s'imbriquer avec un mot-clé d'une manière que tu vas pas forcément comprendre de manière évidente. Il faut aller sur BGG, tu es obligé d'aller mater de la vidéo règle, tes personnages, enfin voilà. Il faut que vous trouviez des sources de connaissances pour vraiment avoir toutes les bonnes règles. Et ça prend quelques parties en vrai, hein. Même on y a joué avec Joël des Incredibles là, qui ont fait une petite chronique sur le jeu et en rigolé parce que chacun on avait fait des parties de notre côté, on a fait une partie ensemble et en fait on s'est auto-alimenté des nouvelles règles que moi j'avais pas compris de mon côté et que lui avait pas compris de son côté. Alors ça nous a pas gâché le plaisir du jeu parce que ça reste un jeu coop, donc du coup de toute façon il y a ce truc où même s'il y a quelques petites règles qui t'ont passé à côté, t'as fait un choix et puis tu vas les voir après. Et c'est pas grave, ça n'a pas ruiné ton expérience de jeu, mais il faut faire ça, un peu ce travail, il demande vraiment un investissement quand même assez conséquent. Et j'avoue que la première partie, j'étais en mode, mais what? C'est tellement too much en fait. Donc voilà, c'est un jeu qui demande d'être préparé, c'est un jeu qui demande d'être dosé, d'être compris au fur et à mesure. Il demande un investissement, mais pour le coup, il y a des jeux qui de suite vont me gaver parce que l'investissement en vaut pas la peine. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire que l'investissement à la fois financier et de temps en vaut la peine. Si vous aimez ce type de jeu où vraiment la satisfaction vient de la tactique de combat et de la tactique de caractérisation de son personnage de manière asymétrique. Voilà. Il faut vraiment aimer ce côté-là. Il n'y a pas comme dans Gloomhaven le côté choix de scénario. Il y a des choix à chaque événement qui sont assez cool, vraiment, mais c'est vraiment resserré sur la tactique de combat et de personnage. Et moi, c'est un truc que j'adore dans les jeux de rôle, en fait. Et en fait, on est sur des sensations vraiment très tactiques et très euros au final pour cette résolution de puzzle que moi j'aime dans les euros. Bah voilà, je la retrouve dans ce jeu-là. Donc voilà, très très bonne surprise. C'est à la fois une surprise et non, parce que c'est un top 100 BGG, c'est pas forcément pour rien, mais il y en a d'autres qui m'ont déçu. Obsession par exemple, on va pas. Mais celui-là, non, il mérite vraiment, il a vraiment une profondeur et une tactique qui mérite vraiment sa place dans les. Même, je crois qu'il est top 50 stratégique, et pour le coup, ça mérite vraiment. Et le design a été vraiment bien pensé, étudié. Et tout le matos. J'en ai pas parlé, c'est un peu tout le truc dont je parle en dernier en général. Mais là, c'est vrai que l'édition, on est un peu obligé d'en parler. Mais en fait, le design du jeu se marie très bien avec le design du matos, qui est fait de manière hyper maligne. Et vous voyez, en fait, par exemple, les points de vie sont représentés par des disques, et quand on perd des points de vie, on enlève des disques, en fait. Donc il y a ce côté assez tactique, assez tactile, assez agréable. Pareil, sur les dés d'initiative et tout. C'est vraiment bien fait. Ça demande forcément un peu plus de manip. Mais en vrai, la seule manip vraiment relou du jeu, c'est au début quand tu choisis ton boss et de devoir aller sélectionner tes ennemis dans les tas là. Ça, c'est un peu laborieux, j'avoue. Mais hormis ça, voilà. Puis le matos, c'est vraiment nickel. Voilà, t'as cette idée de matos premium. Bon, c'est un désastre écologique, ça sent, c'est un jeu qui est sorti à un moment. Aujourd'hui, clairement, Badan, on cautionnerait plus vraiment. Et puis de deux, ça coûterait le double du prix. Mais voilà, il faut le prendre un peu comme un jeu sorti il y a 3 4 ans. On va dire que c'est un plaisir d'antan. Mais voilà, c'est vraiment. Ouais, je suis assez étonné d'avoir autant aimé le jeu en fait. Et je continue à y jouer avec plaisir. Et j'arrive même plus à jouer à Marvel Champion en ce moment. Tellement que je préfère jouer à celui-là. Donc voilà. Et dernier gros point fort aussi, je trouve, c'est qu'en fait, quand tu le connais bien, c'est très facile d'initier un nouveau joueur dessus. En fait, à partir du moment où sur la table, quelqu'un connaît très bien le jeu, ben en fait, vous allez l'accompagner au fur et à mesure. Et comme ton perso au début, il démarre un peu à poil et que les règles de base sont très simples, en fait, tu vas lui expliquer, tu vas lui dire toutes les règles dont il a besoin au début, et tu vas lui expliquer les règles dont il a besoin au fur et à mesure, et puis tu vas l'aider un peu sur le build du perso, et en fait, il va comprendre très vite au fur et à mesure, et c'est ça le gros avantage, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un joueur, en général possesseur du jeu, ou une joueuse qui a passé un temps fou dessus, mais pour tous les autres, ça va être beaucoup plus simple, en fait. Et Gloomhaven a un peu ce truc-là aussi d'ailleurs, hein. Gloomhaven, c'est assez facile d'intégrer des nouveaux joueurs dessus malgré la complexité apparente du jeu. Et c'est pareil, il demande un degré d'investissement colossal, mais intégrer des nouveaux joueurs, c'est très facile. Donc voilà, si vous aimez bien vous investir dans ce type de jeu qui en vaille la peine, bah voilà, je vous conseille vraiment. Je vous conseille vraiment. Ensuite, on va parler d'un vieux jeu que j'ai découvert.
J'en entends parler depuis longtemps, c'était un peu ma fin d'année Alexander Pfister entre Sky Mines, Great Western Argentina et I Love Sky que j'ai rattrapé. Bah putain, qu'est-ce que c'est bien quoi, c'est un truc de fou, hein. Je suis pas un grand fan des jeux de tuiles, donc on est sur du familial, donc contrairement à ce que certains disent, je ne joue pas qu'à des jeux experts. Spécial dédicace à la personne qui se reconnaîtra, qui ne regardera pas la vidéo, mais qui se reconnaîtra quand même. Mais du coup, ouais, le Sky, en fait, qu'est-ce qui fait que j'aime beaucoup? Alors déjà, bon ben voilà, c'est un jeu de pose de tuiles avec des objectifs à la cartographeur. C'est cartographeur qui a récupéré ça plus tard, mais en fait, on a un objectif lié à chaque lettre, à chaque ronde. Il y a des lettres différentes qui vont scorer. Et donc, du coup, il y a à la fois ce truc du court terme, j'ai envie de scorer maintenant, mais j'ai aussi envie d'anticiper les différents scorings qui vont se passer plus tard. Donc voilà, quand on connaît cartographeur, on a l'habitude de ça. Il y a ce côté poste de tuiles et tout. Ça, je ne vais pas en parler 15 ans parce que c'est assez classique au final aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'il y a toute une mécanique qui est très peu utilisée dans les jeux d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est vraiment je pense que c'est mon jeu de tuiles préféré, sachant que c'est pas forcément mon style de jeu de prédilection, mais vraiment celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est qu'en fait, il y a cette composante enchère et gestion de l'économie. Donc en fait, au début de chaque tour, on va exposer trois tuiles devant soi et on va mettre derrière de l'argent. Et c'est ce qu'on pense que la tuile vaut. Et c'est-à-dire que les gens vont devoir payer l'argent qu'on a misé dessus pour récupérer la tuile et ils te paient l'argent à toi. Et si la tuile, personne ne te l'a achetée, tu la gardes pour toi à la fin. Donc du coup, il y a ce paradoxe et cette tension permanente sur cette tuile, absolument envie de la garder, donc je vais mettre beaucoup d'argent dessus, mais en même temps, il faut que je garde de l'argent pour acheter aux autres. En même temps, je sais que cette tuile peut intéresser quelqu'un, donc j'ai envie de lui mettre un prix qui va me permettre de gagner de l'argent, mais en même temps, il faut pas qu'il soit trop élevé pour qu'on ait quand même envie de me l'acheter. Voilà, et il se passe tout le temps tout ça dans ta tête en permanence, et au final, l'étape de construction un peu de son territoire, moi c'est toujours un peu laborieux pour moi, je suis un peu nul, je sais pas pourquoi, sur cette gestion 2D des espaces, mais toute cette réflexion préalable en fait sur la gestion économique et ses enchères fait que en fait je me prends vachement au jeu. Et bah, je kiffe grave, j'aime beaucoup en fait, j'aime vraiment beaucoup parce que il y a un petit feeling Eurogame là-dedans en fait qui me satisfait beaucoup. Et en plus, là où c'est hyper malin en termes de design, le mec est vraiment quand même très très fort, c'est que les objectifs sont hyper variés. Il y en a vraiment qui sont liés à la pose de territoire, mais il y en a qui sont liés tout simplement par exemple à qui a le plus d'argent en fin de round. Et ça, je trouve ça vraiment ouf parce que bah, il y a ce côté, chaque objectif se renouvelle vraiment beaucoup et il n'y a pas que la personne qui sait faire le mieux de la gestion d'espace 2D qui va gagner systématiquement. Il y a vraiment tout un tas de paramètres à gérer. Et en même temps, les gens qui aiment bah, la pose de tuiles, ils vont y trouver leur compte aussi, très clairement. Mais pas que, en fait. C'est ça qui est très bien. Et pareil, dans la gestion de territoire aussi, quand tu relis par les routes des trucs de whisky, tu vas augmenter tes revenus à chaque fois. Il y a une mécanique de rattrapage aussi, en fin de ronde, en fonction de si t'es derrière sur la piste de score, qui est assez brillante aussi. Donc vraiment, en fait, ça permet d'avoir jusqu'au bout de la tension. Tu sais vraiment pas qui va gagner à chaque fois. T'as l'impression que quelqu'un s'envole, mais en fait, une autre personne va avoir accumuler plein d'argent qui va lui faire des points à la fin. Plus, il y a aussi tout un truc où il y a du scoring de fin de partie sur des petits parchemins qu'on voit là. Par exemple, si tu as plein de symboles de Drakkar sur tes tuiles, tu vas potentiellement scorer, sachant qu'en plus, si tu fermes la zone, tu vas scorer double. Enfin voilà, c'est à la fois technique, malin, pour les amateurs de jeux de tuiles. Cette mécanique d'objectif qu'a récupéré Cartographeur est totalement brillante. Cette gestion économique d'enchères, voilà quoi. En plus, c'est pas très long, ça dure 3 quarts d'heure, 40 minutes. Voilà, moi c'est un énorme coup de cœur ce jeu. J'ai pris une grosse claque, hein, vraiment en jeu familial. Et puis pareil, règle très simple, très facile à sortir. En jeu familial, c'est clairement un des jeux que je sortirai le plus. Voilà. Voilà, voilà, donc c'est un indémodable, hein, j'ai envie de dire, si vous l'avez pas, chopez-le, ça coûte 20 balles en VF, c'est cadeau, vraiment, c'est très très bon. Faites pas comme moi qui a attendu 8 ans avant d'y jouer. Bon bah du coup si vous allez faire comme moi parce que si vous n'avez pas joué, le jeu est sorti quand même il y a un moment. Mais voilà, je vous conseille vivement, c'est totalement brillant pour moi quoi, comme jeu. Ensuite on va passer au dernier jeu, Wingspan Asia.
La version 2 joueurs. Bon là j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, bien sûr. Il fallait bien que j'ai un jeu que j'ai pas aimé dans cette liste. Wingspan, le jeu de base, j'y arrive pas. J'ai fait trois quatre parties à l'époque de la sortie. J'y arrive pas pour la simple et bonne raison. Il y a plusieurs raisons à ça en fait. La première, c'est que euh, je trouve le jeu trop expert pour un public familial et trop familial pour un public expert. Je ne comprends pas en fait la cible. Donc je sais que c'est quand même plutôt une cible familiale, hein, mais pourtant aux États-Unis, il y a quand même des joueurs experts qui y jouent. Mais je trouve qu'en fait, il est totalement entre deux, premièrement, pour la simple et bonne raison que dans, il est très familial parce que les règles sont extrêmement simples et ça c'est très agréable, il n'y a pas de souci. C'est la principale force du jeu d'ailleurs, en plus de la thématique, je pense, qui a beaucoup joué à son succès. Un peu trop, je pense d'ailleurs. Je pense qu'on aurait mis une autre thématique, je pense vraiment pas qu'on aurait parlé autant du jeu. Et deuxièmement, il y a un texte, mais le texte sur les cartes, mais c'est indécent pour un jeu familial. Je ne comprends pas, hein. Là, tu as une petite rivière, quand les animaux sortent dans la rivière, t'as même pas envie de les lire. Et en fait, il y a un autre problème lié à ça, c'est qu'à la fois le texte des cartes est juste indigent, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Pour le coup, on est dans l'anti-mindbug total, mais même Terraforming Mars, même Ark Nova, hormis certains sponsors, est beaucoup plus lisible que Wingspan. Ce qui est complètement fou hein, quand on s'imagine que c'est quand même un jeu familial. Mais en plus de ça, et moi pour moi c'est le gros gros problème du jeu, c'est que les cartes sont pas satisfaisantes à jouer en fait. C'est genre, si vous faites ça, mettez de la nourriture dessus, pondez des œufs. T'as pas d'effet réellement de moteur, c'est que des trucs de points de victoire différés. Moi, je suis pas un joueur qui joue pour les points de victoire, je trouve pas ça satisfaisant et en fait, Wingspan n'a que des mécaniques basées là-dessus. Et en fait, vraiment, j'ai essayé de mettre toute la bonne volonté du monde parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti une version 2 joueurs. Je me suis dit, bah tiens, à 2 joueurs, pourquoi pas? Parce que c'est un jeu qui a zéro interaction, donc pour moi, aucun intérêt à 3-4. Je me suis dit, bah peut-être que je vais avoir un regard différent à 2, sachant qu'en plus, ils ont rajouté ce petit plateau central. Donc ils ont rajouté une petite composante à 2 et tout. Je me suis dit, bah pourquoi pas? Peut-être que ça va être un petit Arc Nova familial. Bah pas du tout. En fait, vraiment, dès le premier round, je m'ennuyais, mais tellement. C'est, j'ai envie de je baille, j'ai envie de dormir, je me sens pas du tout investi. Les cartes sortent sur la rivière, j'ai même pas envie de les lire. J'arrive à avoir aucune satisfaction sur ce jeu. Et vraiment, je comprends pas, même pour un public familial, je ne comprends pas l'intérêt qu'ils vont y trouver. Peut-être parce que bah, ils ont tout simplement pas joué à des jeux plus excitants dans cette catégorie-là, et que du coup, bah, par défaut, ça paraît génial. Ce qui est totalement possible, hein, je veux dire. Moi, quand j'ai découvert le hobby, ou même quand j'étais jeune, je m'extasiais totalement sur des jeux auxquels je ne jouerai plus jamais aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, Monopoly, ça sortait, c'était génial, tu vois, c'était la soirée jeu et tout. Et je pense qu'effectivement, quand t'as que ça dans ta bibliothèque et on te l'a offert, par exemple, et tu connais qu'un jeu comme ça, tu te dis, putain, c'est génial. Mais vraiment, quand tu connais un peu les jeux, je ne comprends pas. Et là, Simon va me jeter des tomates pourries dessus parce qu'en plus, c'est lui qui me l'a offert. Donc, il a été trop cool. Et merci pour le cadeau d'ailleurs, quoi. Et lui, c'est un gros fan de Wingspan. Mais vraiment, un jour, je pense qu'il faudra en faire une vidéo débat un peu détaillée là-dessus parce que je ne comprends pas. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce que t'aimes là-dedans. En plus, c'est bizarre parce que d'habitude, même quand c'est des jeux que j'aime pas, j'arrive à comprendre sa perspective. Mais là, vraiment, je n'y arrive pas. Ça me dépasse totalement. C'est un jeu qui me dépasse vraiment. Je comprends pas. J'ai baillé toute la partie, j'ai râlé toute la partie, bon ça va rien. Mais j'ai râlé en fait parce que je m'ennuyais vraiment, j'avais l'impression de perdre mon temps sur ce jeu. Donc ce qu'ils ont rajouté sur le truc de joueur en plus, je trouve ça totalement inintéressant aussi. C'est à chaque fois que tu poses un oiseau, tu rajoutes un petit token là-dessus qui de temps en temps te fait gagner un petit truc. Mais en vrai ça a changé un peu les objectifs et ça crée une similé interaction. Mais en fait, moi je pensais vraiment avec cette extension, parce que j'avais lu que ouais, ils avaient rajouté des oiseaux intéressants, que le jeu était arrivé à maturité et tout, mais non, les pouvoirs des cartes sont pas intéressants. Gagner des points de manière différée, je vois pas en quoi c'est intéressant. En plus, tu subis totalement les sorties de cartes, t'as des trucs qui sont pas du tout prévus pour le early game.
Puis même, je sais pas, la gestion des oiseaux, elle est chelou. Chaque fois que tu poses un oiseau, t'as pas du tout l'impression de faire un truc cool. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que le moteur de carte, c'est tout le temps le même, parce qu'en fait, il est lié au plateau. C'est que plus tu poses d'oiseaux dans la même ligne, plus ton moteur se développe. Mais du coup, c'est tout le temps le même moteur, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Et du coup, bah après, oui, t'as les oiseaux qui s'activent, mais ils s'activent pour faire des trucs nuls, en fait, en général. C'est-à-dire des points de victoire, quoi. Tu glisses des cartes dessous, tu rajoutes des ressources dessus. T'as des trucs de fin de manche, tu dois rajouter des dés. Si tu fais 3 rats, tu gagnes un truc, un objectif de fin de partie. Oh, les objectifs de fin de partie, mais il y en a, mais c'est genre objectif de fin de partie. Pour chaque oiseau de continent que t'as, et ils te mettent une liste de genre de plus de 20 continents, t'es là, même ma meuf, il a fallu que je regarde sa carte pour comprendre, elle comprenait rien au truc, enfin c'est... Au secours, hein. Bon, elle a bien aimé, hein, mais en vrai, elle a bien aimé, mais si je lui dis on joue à ça ou Ark Nova, je sais qu'elle va préférer jouer à Ark Nova. Mais elle a quand même bien aimé, mais elle comprend que je déteste en fait. Voilà, elle voit ça comme un jeu du chill avec une thématique rigolote et des règles très simples. Et en fait, elle prend ça comme un jeu vraiment pas du tout prise de tête, entre guillemets. Mais en fait, moi, le problème, c'est que vraiment, quand il y a zéro décision, que j'ai l'impression de prendre aucune décision dans un jeu, bah, je m'endors, quoi. Donc voilà, si vous êtes extrêmement tolérant vis-à-vis du fait de prendre très peu de décisions dans un jeu et de prendre ça totalement à la cool, bah pourquoi pas, mais bon, encore une fois, je vois pas l'intérêt de jouer à ça plutôt qu'à Ark Nova ou Terraforming Mars à la limite, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, voilà, c'est vraiment le jeu auquel je jouerais si j'avais vraiment absolument rien d'autre, mais il y a plein d'autres jeux, en fait, beaucoup mieux. Euh, donc voilà, et puis vraiment, moi qui adore les cartes et tout, je trouve qu'il faudrait limite en parler en termes de design, mais vraiment, en fait, je déteste la philosophie de design de ce jeu, en fait, vraiment quoi. Moi vraiment, je suis plutôt de la philosophie, créer des moteurs avec des cartes, créer des effets satisfaisants, avoir vraiment, à chaque fois que tu poses une carte, tu as une espèce d'adrénaline où tu vois une carte passer à la draft, et c'est vraiment ce que reproduit très bien Terraforming Mars, vraiment pendant la draft, des fois, tu as des cartes et tu as une excitation quand tu vois certaines cartes et tout. Et là, vraiment, je ressens jamais ça dans ce jeu. Et voilà, et je vois pas qui lit la rivière de cartes à ce jeu, en fait. Donc pourquoi créer une rivière de cartes? À quel intérêt, en fait, hein. Donc voilà. J'avais envie de finir là-dessus, d'envoyer une dédicace à Simon. Mais voilà. Bah voilà, vous jouez à quoi en ce moment? J'avais envie de faire un petit peu un florilège plutôt que de parler d'un jeu spécifiquement. Parce que bah là, j'ai beaucoup de jeux auxquels parler parce que j'ai testé pas mal de jeux ces derniers temps. Et puis, plus j'avais envie de parler de jeux qui sont pas forcément dans l'actu. Et bah, la Sky, je considère vraiment que c'est un gros coup de cœur de l'année dernière, même si c'est un vieux jeu. Donc j'avais absolument envie d'en parler. Donc voilà, je vous fais des bisous, abonnez-vous, vous connaissez le principe, le pouce bleu, tout ça. Et puis voilà, des bisous, à bientôt, ciao.